Bonjour à tous, c'est Bitos Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on chain. J'espère que vous allez bien, autant que le prix du BTC va bien, qui nous fait un petit rebond récemment. Vous allez voir, on a pas mal de choses à dire sur cette vidéo. Si vous vous souvenez de la vidéo de la semaine dernière, on avait fait un suivi des dynamiques à court terme et long terme du marché en supposant que le prix allait potentiellement avoir une poussée haussière, ce qui s'est manifestement produit. Et donc maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser à la fois au comportement des investisseurs, mais surtout au flux d'offres et de demandes sur différents types de marchés pour essayer de savoir si en fait cette hausse va réussir à être alimentée et maintenue de manière suffisamment satisfaisante et suffisamment viable pour pousser plus haut. On va voir pas mal de choses comme ça aujourd'hui. Bien sûr, avant de nous lancer, je vous invite à aller soutenir la chaîne YouTube de Cryptost Academy et tous nos contenus si vous appréciez ce qu'on vous fournit de manière totalement gratuite. Et bien sûr, à tester aussi notre produit Cryptost Academy si vous voulez parler sur votre propre formation, si vous voulez apprendre l'analyse on-chain, l'analyse technique, si vous voulez avoir des informations tous les jours, des signaux tous les jours, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre et nous on se lance dans cette analyse on-chain avec un petit suivi graphique du cours du BTC qui a manifestement qui a réussi enfin à franchir les 95 000. C'était quelque chose qu'on attendait depuis un bon petit moment. Pour l'instant, il est encore en train de tester la zone, on pourrait dire, même s'il a réussi à clôturer au-dessus des 95, mais on est en une forme de stabilisation entre 95 et 96. Beaucoup d'individus estiment que la poussée haussière qu'on a eue au cours des derniers jours, notamment depuis le 13 c'était lundi, lundi-mardi, serait due à un short squeeze, ce qui n'est pas totalement faux, mais comme on va le voir dans cette vidéo, il y a d'autres manières de rationaliser la chose. Allez, sans plus tarder, on va s'intéresser aujourd'hui au comportement de dépenses des investisseurs pour essayer d'estimer où en est la tendance, et pour ça, on va utiliser le ratio SOPR et le ratio STH-SOPR. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà ces indicateurs, qui savent très bien où est-ce que je vais en venir, mais au cas où il y a des nouveaux, je vais quand même reprendre rapidement ce qu'est le ratio SOPR. Donc, c'est un ratio qui est excellent, un indicateur qui est excellent pour suivre les tendances et les comportements du marché du BTC, parce qu'il mesure le degré de profit ou de perte latent, je vais reprendre. Il mesure le degré de profit ou de perte réalisé lors des dépenses quotidiennes des détenteurs de BTC. Donc en gros, tous les jours, il y a des gens qui dépensent des bitcoins. On va être capable de savoir si ces bitcoins ils ont été dépensés en perte ou en profit. On a ici la zone neutre 1. Lorsque les investisseurs dépensent en moyenne en profit, du coup, ça va être au-dessus de 1, ratio positif. Et lorsqu'ils vont en moyenne réaliser des pertes, ça va être un ratio qui sera inférieur à 1, qui nous indiquera qu'il y a de la prise de perte. Les forts pics ici indiquent une forte prise de profit et donc une pression d'offre qui est importante sur le marché, donc une pression de vente importante. Et ici, on a des périodes durant lesquelles on peut avoir des forts pics à la baisse qui sont plutôt des pics de capitulation. Là, on est sur des pics de capitulation cycliques. On peut avoir des pics de capitulation locaux aussi au niveau des bandes statistiques. Ici, j'ai fait 2 études statistiques d'ailleurs. Vous avez les couleurs les plus sombres qui sont une étude statistique avec une moyenne historique sur toute l'historique des données du SOPR et du coup des bandes statistiques inférieures et supérieures pour arriver à délimiter les périodes durant lesquelles l'indicateur enregistre des valeurs qui sont statistiquement élevées. Et vous avez aussi en un peu plus clair les moyennes sur 4 ans qui permettent de lisser un peu la donnée et d'avoir des données un peu plus ajustées sur le comportement cyclique. Voilà, j'ai fait la même chose ici, faut pas vous en faire, hein, vous intéressez pas, c'est pas nécessairement aux bandes dans l'ensemble, ce qui nous intéresse c'est la dynamique globale du SOPR. Et le fameux SOPR, il était quand même pas mal en baisse, hein, si je zoome un peu sur ce qui s'est passé au cours de l'action de prix des dernières semaines, il avait quand même été pas mal en baisse, hein, depuis qu'on avait eu la prise de profit qui s'était exprimée aux alentours ici de septembre-octobre. Il avait quand même beaucoup baissé, il avait chuté sous sa moyenne historique, puis ensuite sous 1, qui nous indiquait qu'on était sur un moment de prise de perte assez important qui avait amené une forme de petite capitulation locale. Et donc, il avait signalé un ralentissement de la rentabilité des dépenses ainsi qu'un affaiblissement progressif de la tendance haussière qu'on avait pu documenter au fur et à mesure. À la fin de l'année 2025, la métrique, elle s'était même rapprochée du coup de ces seuils statistiques plutôt bas qui indiquaient une prise de perte significative au cours de laquelle une capitulation s'est clairement manifestée avec une pression de vente qui s'est exprimée très très fort pour dire « Oulala, là on sort du marché, on vend tout de suite ». Et ensuite, ça a commencé à se stabiliser. Et c'est là que c'est intéressant. On a eu une baisse, maintenant on a une stabilisation et on essaie de repartir plus haut. C'est exactement le schéma qu'on a à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a une phase de contraction, une phase de stabilisation, une nouvelle phase d'expansion, contraction, stabilisation, expansion, contraction. Et là, on est dans la phase de stabilisation. Qu'est-ce qui vient après la phase de stabilisation? La phase d'expansion. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de voir à quel point la nouvelle phase d'expansion, qui va probablement arriver parce que c'est une mécanique de marché, en fait,
Le problème, en fait, c'est pas de savoir si le prix va faire un rebond. Le prix va probablement faire un rebond. C'est de quelle nature sera ce rebond? Est-ce que ce sera un rebond qui sera viable? Est-ce qu'il va nous emmener au-dessus des 100 000? Est-ce qu'il va pas être très très puissant et que ça va donner un dead cat bounce? Mais là, vu la dynamique dans laquelle on est, le prix, il va aller chercher plus haut. Il va essayer, du moins. Ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il va se heurter aux résistances et surtout est-ce qu'il va se faire rejeter par ces résistances. Mais là, vous voyez bien qu'on est dans une dynamique très très similaire à ce qu'on a pu connaître par le passé. Après une phase de contraction, de baisse de la rentabilité de dépenses et de prise de perte, eh bien, on vient récupérer un. Et comme je l'expliquais il y a la semaine dernière et que ce que je vais mentionner encore aujourd'hui, c'est que pour l'instant, le ratio SOPR, il stagne juste au-dessus du seuil de neutralité de 1. Ça suggère qu'un comportement de tendance, un changement de tendance reste possible. À mes yeux, il est déjà en cours. Si l'indicateur parvient à se hisser durablement au-dessus de 1 dans les semaines à venir. Parce que oui, il faut que le SOPR se maintienne au-dessus de 1 pour qu'une tendance haussière viable puisse s'installer, pour que les conditions de marché nécessaires à une tendance haussière s'installent, parce que il faut que les investisseurs se sentent en confiance. Pour se sentir en confiance, il faut qu'ils dépensent en confiance, il faut que déjà qu'ils soient en profit. Et donc, il faut que le prix ait un minimum de rétablissement pour que les investisseurs puissent se sentir en confiance. Et donc, actuellement, on est en train de repasser au-dessus de 1 après une période de capitulation. Et ça, c'est très, très, très positif. Donc, on voit que dans l'ensemble, cet indicateur nous indique, même d'un point de vue graphique, ça se voit aussi, hein, mais qu'on est en train ici de faire un bottom et qu'on va avoir une nouvelle phase d'expansion. Ce qui va nous intéresser, c'est l'intensité de cette phase d'expansion. Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais vous allez voir qu'on a quand même des indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir jauger un peu, pas vraiment d'anticiper, mais au moins de décrire ce qui se passe maintenant et d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est pour notre premier indicateur. Maintenant, on va utiliser la variante du SOPR à court terme cette fois-ci, pour avoir un signal un petit peu différent. La variante à court terme du ratio SOPR, donc le STH SOPR pour les Short Term Holder SOPR, qui permet de suivre les dynamiques de dépenses d'investisseurs les plus récents, ce qui offre un suivi un peu plus précis des comportements à court terme et surtout un suivi qui est plus réactif en fait aux dynamiques de marché. Et là, aujourd'hui, on peut voir une différence un petit peu, une divergence qui est assez notable entre le STH SOPR et le cours du BTC, alors que pour le SOPR d'habitude, en fait, les deux se suivent plutôt. Alors, quand le prix baisse, le SOPR va suivre mécaniquement, et ensuite, quand on a une stabilisation, là, ça stabilise. On n'a pas vraiment ça ici pour le SCH SOPR, parce qu'on a déjà une divergence, en fait, alors que le prix est encore plus ou moins, supposément, en train de stagner, parce qu'on reste encore juste aux alentours des 95-96, eh bien, le SCH SOPR, donc la prise de profit des investisseurs à court terme, elle est déjà très très bien rétablie. Après, elle n'est pas encore passée au-dessus de 1. Mais on voit qu'ici, on a une dynamique un petit peu différente, où on a expansion, stabilisation assez rapide, puis ensuite rétablissement au-dessus de 1 et nouvelle expansion. Contraction, on passe en dessous de 1, on rétablit au-dessus de 1, expansion légère. Et après ici, contraction, et là, capitulation. On voit ici que le SCH SOPR a indiqué un pic de prise de perte assez important, qui coïncide d'ailleurs avec les bottoms de quasiment tous les petits pics de spéculation, en fait, tous les petits pics de capitulation du cycle actuel. On peut voir que ça va toujours visiter cette zone. Et aux alentours de cette zone, du coup, ensuite, on a un épuisement de la pression de vente. Le prix se rétablit. Le SOPR, lui, au lieu de stagner, il est déjà en train de repartir à la hausse. Il n'est pas au-dessus de 1, mais on a déjà une divergence ici qui est assez marquée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette divergence, elle indique que les investisseurs à court terme, actuellement, réalisent forcément de moins en moins de pertes, alors que le BTC, lui, il est en train de se stabiliser. Déjà, les investisseurs à court terme, ils sont presque en train de repartir en profit, presque. Et ça, c'est un contexte qui est généralement favorable à une inversion de tendance dans les semaines à venir, ce qui va se passer là, je pense, incessamment sous peu. Après, il faudrait quand même que l'indicateur franchisse véritablement le seuil de 1 de manière durable afin de confirmer qu'on a une reprise de la prise de profit à court terme. C'est effectif et je pense que ce sera le cas dès qu'on atteindra les 97-98. Mais une fois cette dynamique validée, les probabilités que le BTC il entame une nouvelle poussée haussière, elles deviendront nettement plus élevées. Elles seront encore une fois quasiment évidentes pour moi. L'idée là, c'est pas de se demander est-ce qu'on va avoir une reprise ou pas, parce qu'on va avoir une reprise. Là, on a toutes les dynamiques qui sont en train de s'aligner pour ça. C'est est-ce que cette reprise sera suffisante pour ramener une tendance haussière globale? Parce que là, pour l'instant, on sera sur une tendance haussière locale à court terme qui sera peut-être heurtée aux résistances des 105 ou 100 000 $. L'intéressant, c'est de savoir est-ce que ça va être juste une petite poussée comme ça, là, un petit truc gentil, ou est-ce qu'on va avoir une belle poussée comme peut-être ce qu'on a eu en fin 2024 ou fin 2023? Ça, c'est toute la question. Donc ça, c'est notre première partie. C'est un peu le suivi des dynamiques on-chain qui nous indique qu'on est clairement là sur un épuisement de la pression de vente après une capitulation et que pour l'instant, les conditions de marché sont en train de s'aligner pour une reprise haussière de tous les points de vue, surtout sur le point de vue des comportements des investisseurs qui, pour l'instant, du coup, réalisent de moins en moins de pertes, ce qui indique de plus en plus de soulagement aussi, psychologique et financier de leur côté. Et vous allez voir, on va aussi, dans la seconde partie, s'intéresser cette fois-ci au flux de demande et d'offres. On va se dire, bon, pour l'instant, le marché, il a l'air plutôt OK. Mais est-ce que finalement, cette dynamique, elle est soutenue par des flux de demande
spot ou futures sur différents marchés qui permettent du coup de pousser le prix. Est-ce qu'il y a des acheteurs finalement? Est-ce que la dynamique elle est bien, mais est-ce qu'il y a des acheteurs pour alimenter cette hausse et pour dire et leur pression? Moi je veux maintenant quoi. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord avec les ETF Bitcoin Spot. Et finalement, du côté des ETF Bitcoin Spot, la pression de vente, elle reste plutôt limitée, malgré malgré le début d'année, là, pour l'instant. Il y a quelques pics d'achat ponctuels, mais c'est insuffisant pour établir une tendance durable. Après, j'avoue qu'au cours des derniers jours, sur cette semaine, on a quand même eu des flux de demande de 8 000 $ par jour à peu près, ce qui est tout à fait honorable. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. Du coup, bon, on a une dynamique là sur les derniers jours qui commence à être correcte. Mais finalement, la pression de vente, elle est restée, elle est demeurée relativement soutenue pendant longtemps, ce qui indique que potentiellement le biais des investisseurs qui étaient exposés via les ETF n'avait pas encore basculé dans un optimisme marqué. Avec les données que j'ai actuellement, parce que ça c'est le texte que je vous lis, mais c'est le texte qui a été publié mardi, donc aujourd'hui on est vendredi, et les données ont un petit peu changé, c'est pour ça que je fais aussi un petit suivi, une petite mise à jour, histoire de vous donner les données fraîches du jour, comme on dit. Et bah là, on commence à avoir des flux de demandes intéressants sur les ETF spot. Il faut voir si, bah là, aujourd'hui, on va clôturer vu que c'est vendredi, mais si la semaine prochaine, ça continue comme ça et qu'on a encore de la demande et que c'est une demande qui est croissante, ce serait très bien. Il faudrait pas arriver sur le scénario des 125 000 en octobre, en début octobre, c'est-à-dire une demande croissante jusqu'au pic et après, alors que le prix baisse, une demande décroissante. Ça, c'est vraiment très, très mauvais signe. Il faut pas qu'on ait cette espèce de triangle-là. Il faut qu'on ait une demande qui soit soutenue. Et elle n'est pas obligée de monter très, très vite d'ailleurs. Elle peut monter graduellement, mais tant qu'elle est soutenue et que ça permet de pousser le prix, c'est idéal. Donc du côté des ETF, on est potentiellement en train de passer d'un biais plutôt dominant baissier au cours entre décembre et janvier, finalement, où les ETF ont plutôt été vendeurs, à là un comportement qui pourrait, un biais qui serait plutôt acheteur, mais c'est particulièrement récent, c'est depuis qu'on est en train de franchir les 95 000. Je pense qu'il y a des investisseurs et des investisseurs institutionnels notamment qui se disent, d'un point de vue technique, là c'est intéressant, j'aimerais bien rentrer dedans. Et donc on commence potentiellement à avoir un shift sur les marchés des ETF spot. C'est plutôt positif. Ensuite, sur les exchanges net, enfin sur les exchanges spot centralisés, que sont notamment Binance et Coinbase, eh bien, on retrouve un constat qui est légèrement plus encourageant parce que ces deux plateformes, elles ont enregistré des volumes d'achat net de plusieurs centaines de BTC par jour depuis le début d'année. Et surtout là, depuis la reprise, depuis janvier, on a des flux de demandes qui sont assez importants. Et en cumulé, si on cumule Coinbase et Binance, au cours des derniers jours, là, on a accumulé plus de 1800 BTC par jour. À peu près 1000, ouais, c'est ça, 1800 à peu près. Donc c'est vachement cool, hein. Là, pour l'instant, on a de la demande sur les ETF qui est plutôt correcte. Et on commence à avoir de la demande sur les exchanges spot centralisés qui correspond plus ou moins à peu près dans mon logiciel à ce qu'on a connu ici en avril. Donc, des investisseurs sur les exchanges spot qui commencent à racheter alors qu'on est en train de rétablir une tendance haussière. Ça, c'est plutôt positif. Il faut aussi ajouter qu'on avait un ralentissement progressif de la pression de vente qu'on avait déjà mentionné, qui nous a d'ailleurs indiqué avec le temps que du coup le shift est passé à la demande. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc sur les marchés spot dans l'ensemble, que ce soit sur les ETF ou les exchange spot, on commence à avoir de la demande. C'est exactement ce qu'on voulait avoir. C'est quand je vous en parlais là au cours des dernières semaines, je vous disais justement que ce serait cool avec le ralentissement de la pression de vente, qu'on puisse avoir une accélération et potentiellement un retour de la pression d'achat. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc je trouve ça plutôt prometteur. Après, bon, là, je vous fais l'analyse vendredi en clôture de semaine. Donc, il faudra voir comment ça se passera la semaine prochaine aussi. Je pense que l'ouverture des marchés US, comme d'habitude, aura quand même quelque chose de déterminant. Mais je suis quand même assez confiant là, vis-à-vis des dynamiques on-chain et des flux de demande. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'intéressant et j'espère que ça pourra être suffisant pour soutenir une hausse au moins jusqu'en 100 ou 105 000. Et en vrai, le vrai test se passera à ce niveau-là. Sur le plan technique et on-chain, entre les 100 et les 105 000, c'est là que ça va se passer. Si on arrive à récupérer et à passer au-dessus, il n'y a pas de problème. Si on rejette, par contre, il y a des risques, il y a des risques de recap aux alentours des 80 000 et ce serait moins jojo. Enfin, on va finir avec les exchanges futures, en fait, avec Bybit et Binance. Et encore une fois, on peut documenter exactement la même chose que ce que je vous proposais les semaines passées. On a un épuisement de la pression de vente sur les exchanges futures et on commence à voir ici la demande pointer le bout de son nez. Donc, on a ici une demande qui est affichée de manière toujours très limitée. Paradoxalement, c'est un élément qui est quand même assez constructif parce que les précédentes tentatives de reprise, elles ont souvent été compromises par justement un excès de levier du côté des spéculateurs haussiers qui étaient trop confiants et qui achetaient trop, posaient trop de positions longues et du coup ça faisait planter le marché. Et donc on avait beaucoup de cascades de liquidation longues. Donc finalement, en fait, si on n'a pas trop de demande sur les marchés futurs, moi, je m'en fiche un peu. C'est cool déjà qu'on ait un épuisement de la pression de vente et que les gens arrêtent de vendre. S'ils peuvent acheter, c'est très bien. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, moi, c'est la demande spot. Et quand on a de la demande spot, on sait qu'on est sur une tendance qui est solide et c'est ce qu'on commence à voir en ce moment. Donc, je suis plutôt confiant sur ce qui pourrait se passer au cours des
au cours de la semaine prochaine. Dans tous les cas, je continuerai à vous faire un suivi, hein. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, on a une dynamique on-chain au niveau du comportement de dépense qui est en train de se rétablir et qui est très très proche de franchir le point de neutralité où une nouvelle tendance haussière se lance. Et en plus, c'est alimenté par de la demande soutenue, enfin de la demande nouvelle sur les ETF et une demande plutôt soutenue sur les marchés spot avec pas beaucoup de risque d'effet de levier sur les marchés dérivés. Donc là, je trouve ça plutôt propre, hein. C'est rare que je vais pas dire que je suis optimiste à 100%, mais là, je trouve quand même que les conditions de marché dans lesquelles on évolue sur cette reprise sont particulièrement propres, en fait, sont particulièrement saines, et bah, ça mérite d'être mentionné. Donc voilà, un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous aura plu. On va faire le petit récap comme d'habitude. Donc, le SOPR et sa variante à court terme suggèrent qu'un changement de tendance est possible si la rentabilité des dépenses devient positive dans les semaines à venir, ce qui devrait être un test très très rapide. Du côté des ETF Bitcoin Spot, on a une pression d'achat qui commence à augmenter, qui commence à être de plus en plus intéressante avec des pics ponctuels. Mais bon, pour l'instant, ça reste insuffisant pour établir une tendance durable, mais on a quand même quelque chose d'intéressant. Concernant les exchanges centralisés majeurs, Spot, Binance et Coinbase, ils ont enregistré des volumes d'achat net de plusieurs centaines de BTC par jour depuis le début de l'année 2026. Et même au cours des derniers jours, on est plus sur 1800 BTC par jour, donc c'est très 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 bien aussi. Et sur les marchés futurs, eh bien, on a un épuisement progressif de la pression de vente. On a un petit peu de demande, mais c'est pas très grave qu'on n'en ait pas des masses. Donc en fait, les conditions de tendance baissière sont clairement en train de s'éroder lentement. Donc de mon point de vue, on est sur un rebond de toute beauté. Et la vraie question, c'est est-ce que ce sera un rebond qui nous permettra d'aller récupérer des zones clés comme les 105 ou 100 000, ou est-ce que justement cette zone agira en tant que résistance et on aura affaire à un dead cat bounce? Seul l'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'analyse. Oh non, c'est bon, ça marche, j'ai cru que l'ordi avait planté, je suis désolé. Vous pouvez aussi directement partager le thread récapitulatif de cette analyse sur Twitter, ça m'aide aussi énormément. N'hésitez pas à nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy en vous abonnant, en activant la cloche, en partageant nos contenus gratuits. Et si vous voulez payer et investir sur votre propre formation et tout simplement payer des experts pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur le marché et vous apprendre comment justement développer ces expertises et ces disciplines, n'hésitez pas à venir nous rejoindre chez Cryptost Academy. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau suivi du marché. À vous les studios.